Le parasitisme, c'est mes sujets de prédilection, oui et non. Hein, c'est juste que c'est un élément qui est très très important, je pense, dans l'entretien du cheval, et qu'on a un petit peu tendance à voir tout et n'importe quoi en pratique. C'est quelque chose qui est très important déjà au niveau de l'individu, parce que un taux de parasitisme élevé dans un cheval va entraîner différents problèmes de santé, à commencer par le chronique, par le rôle éventuellement obstructif, et puis surtout par le rôle irritant sur la muqueuse qui va perturber le transit. Donc ça c'est vraiment une des parts importantes. Hein. On a des études qui montrent que sur une population sur laquelle le parasitisme n'est pas du tout pris en compte, où le taux de colique est multiplié par 2, donc c'est on peut également avoir des cartes d'état, des chevaux qui ont du poil piqué, qui ont l'abdomen un petit peu penduleux, ce genre de choses. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'on a certains vers qui migrent à travers la paroi des vaisseaux sanguins, du coup favoriser l'apparition d'anévrismes et de thromboses vermineuses, donc et évidemment des risques de mortalité. Ensuite, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est aussi un enjeu très important pour l'environnement aujourd'hui, parce qu'à force d'utiliser les vermifuges n'importe comment, on a des résistances qui apparaissent exactement comme pour les antibiotiques, c'est-à-dire que les vers développent des compétences pour ne plus répondre aux vermifuges. Et l'utilisation trop importante de ces vermifuges a un impact sur l'environnement. On entend régulièrement parler de l'impact de l'ivermectine, qui est le vermifuge le plus utilisé chez les chevaux et les abeilles. Et oublier que ça a aussi un impact très important sur les organismes aquatiques. Donc voilà, faut bien prendre conscience que quand on vermifuge son cheval, on a un impact sur l'environnement qui est loin d'être négligeable et surtout qui est loin d'être positif. Donc donner les vermifuges, c'est une part de la gestion du parasitisme, mais on va voir par la suite que c'est pas la seule. On va commencer par s'intéresser donc à ces vermifuges. Déjà, je tiens à faire remarquer que ça s'appelle des vermifuges et pas des vermicides. C'est une notion qui est importante à retenir. On ne tue pas les vers, on les chasse. Alors, on les chasse en partie en les tuant, mais le but surtout, c'est qu'on les sorte de l'organisme du cheval. Et ça, faut bien le retenir, parce qu'on va chasser les œufs, etc. Mais les œufs, quand ils arrivent dans l'environnement, ils sont toujours prêts à contaminer notre cheval. Donc, vermifuger le cheval le matin où on a mis la paille et reprendre les crottins 15 jours après, enfin virer les crottins du box 15 jours après, c'est bidon, parce que le cheval est contaminé 50 fois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, et c'est pas parce qu'on a vermifugé un instant T que le cheval n'a pas d'occasion de se contaminer rapidement derrière. Il n'y a pas d'effet rémanent. Il y a en vrai très très peu rémanent des vermifuges. Quand je dis rémanent, ça veut dire qu'ils ne restent pas actifs dans l'organisme très longtemps. C'est vraiment sur des périodes très courtes. Aujourd'hui, la molécule qu'on utilise pour les chevaux qui dure le plus longtemps dans l'organisme du cheval, c'est la pectine. On parle de 15 jours. Et les laboratoires parlent de 15 jours. Il faut bien se dire que très probablement, l'action véritablement efficace de ces molécules est un petit peu moins encore importante. Donc ça, c'est important. Quand est-ce qu'il faut vermifuger? Alors, ça va dépendre de l'environnement du cheval. Par rapport à l'année, ça dépend de la saison. Tous les vers n'ont pas le même cycle. Ça sert à rien, par exemple, de faire un témicide en plein hiver quand il fait bien froid depuis un mois ou deux, parce qu'ils sont rentrés en dormance dans la paroi du cheval, dans la paroi de l'intestin du cheval, et que les vermifuges, ils les voient pas passer. Donc, les mettre vas-y quand elle, en mois de février, ça a absolument aucun sens. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Ensuite, il faut prendre en compte l'environnement dans lequel vit le cheval. C'est évident qu'on ne va pas vermifuger pareil un cheval qui ne voit jamais un brin d'herbe et un cheval qui vit en troupeau, ou un cheval qui va dans un petit paddock de 10 mètres par 10 où plus que l'écurie passe toute l'année. Parce qu'évidemment, les pressions ne vont pas du tout être les mêmes et le comportement ne va pas du tout être les mêmes. Va pas du tout être le même pour les chevaux par rapport à leurs protéines et aux endroits où ils vont pâturer. Ensuite, il faut prendre en compte la notion de qui on vermifuge. Donc ça, on en a parlé la dernière fois. On sait à peu près aujourd'hui que 80% du parasitisme d'un groupe est abrité par 20% des individus. Ça va avoir un intérêt de ne pas vermifuger tout le monde de la même façon parce qu'on va créer ce qu'on appelle des refuges. Alors, donc là, on a deux champs. Donc là, on a deux pâtures qui sont identiques côte à côte, qu'on va pouvoir comparer. Donc, dans la pâture de gauche, on va vermifuger
Alors, dans la partie de gauche, on va vermifuger tout le monde. Dans la partie de droite, on va vermifuger que la moitié des chevaux, qui vont être les plus porteurs. Le nombre de résistances, les résistances, elles se créent de façon aléatoire, à peu près dans la même proportion, de façon systématique. Donc là, j'ai pris la même proportion des deux côtés. On voit du côté gauche que si on vermifuge tout le monde, sur mes 10 individus, je vais en avoir 4 où j'ai des résistances qui vont se créer. Alors que si j'ai pas vermifugé tout le monde, avec la même proportion, à droite, j'ai seulement 2 individus qui vont présenter des résistances. Et à partir de là, en fait, mes résistances sont diluées dans la population. Quand mes vers vont s'accoupler, hein, pour schématiser un petit peu, et vont du coup se reproduire par la suite, bah, on comprend bien que j'aurai moins de résistance. Plus j'ai d'individus résistants, plus quand ils se reproduisent, j'ai de la descendance qui est résistante. Donc, sur mon schéma de droite, tous les individus qui n'ont pas été vermifugés, probablement ils ont un petit peu des vers à l'intérieur d'eux, mais pour autant, ces vers-là ne sont pas résistants et donc permettent de diluer les résistances. Ça a vraiment un rôle de dilution. Donc, et comment tu vas faire? Tu vas faire des copros? Alors, on y vient, voilà. Donc voilà, tout ça est à discuter, ces plans de vermifugation, en rapport étroit avec votre vétérinaire qui, normalement, est censé pouvoir vous conseiller et vous orienter pour faire les choses correctement. Sachant que normalement, pour acheter des vermifuges, une ordonnance est obligatoire et que votre vétérinaire, même si vous ne voulez pas lui acheter les vermifuges, est obligé de vous faire l'ordonnance. On n'a pas le droit de refuser une prescription dans un cas où parce que vous n'allez pas acheter le vermifuge au vétérinaire. Il peut vous refuser la prescription s'il pense que c'est pas utile, mais par contre, il n'a pas le droit de vous refuser la prescription parce que vous lui dites que vous n'allez pas lui acheter le vermifuge. Je pense que c'est des choses à... Donc effectivement, maintenant la question c'est de savoir quels sont les individus à vermifuger. Et c'est là qu'effectivement rentre en jeu la copro. Et c'est là que ce n'est pas si simple, malheureusement, parce qu'une copro, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend du crottin buccal et on le regarde sous le microscope pour simplifier, et il y a des œufs. Le problème de ça, c'est que c'est un instant T. Et donc, évidemment, les vers ne nous simplifient pas la vie et ne pondent pas en permanence. Donc, ce n'est qu'un reflet à un instant T de l'excrétion d'œufs par les vers. Ok? Donc, c'est pas parce qu'on a une copro négative qu'on peut conclure de façon sûre à 100% que le cheval n'héberge pas de vers. Il faut à peu près, on considère dans la littérature, ce qui est classiquement décrit, c'est qu'il faut 5 copros à une semaine d'intervalle, 5 copros négatives pour décider qu'un cheval n'est pas hébergeur de vers. Alors, on a bien conscience que dans la réalité, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Ce qu'on conseille de faire, du coup, c'est de faire 4 à 5 copros, mais sur l'année. Et à la suite d'une année, ça permet quand même de définir à peu près les chevaux qui ont l'air en tout cas d'être très excréteurs et les chevaux qui ont l'air d'être moins excréteurs sur un groupe. Ça donne quand même une image assez fiable de la population de vers dans les chevaux d'un groupe. À partir de là, ça permet de sélectionner les chevaux plus que les autres. Pour autant, je pense que aujourd'hui, on ne peut pas se passer complètement de vermifuger les chevaux, même avec des copros qui sont en permanence négatives. Nous, ce qu'on recommande ici, c'est en général de faire au moins un vermifuge tous les 2 ans, même si les copros reviennent systématiquement négatives. Super. Et en fait, les copros, tu fais comment pour faire une copro et tu l'envoies où? Ça coûte combien? Enfin, comment tu fais? Et de façon, est-ce que tu demandes à ton veto de le faire ou est-ce que tu peux le faire toi-même? L'idéal, c'est de prendre du crottin qui n'a pas encore touché le sol pour éviter les contaminations. Donc, évidemment, c'est assez pratique pour un vétérinaire. Il va servir directement à la source. Pour autant, c'est très facile à faire. De surveiller le moment où le cheval lève la queue, d'arriver avec un sac plastique derrière et de récupérer des crottins tout de suite, ou sur un crottin qu'on vient de voir tomber et d'attraper les boules qui sont sur le dessus du tas de crottins. Et ça rapidement, ça peut pas être un crottin qui est tombé au sol ne serait-ce qu'il y a 1 heure. Hein. Ça, c'est pas possible. Ensuite, il faut l'envoyer sous couvert du froid en principe et en moins de 24 à 48 heures au laboratoire. Pour puisse être adapté. Alors, certains vétérinaires le font aussi. Ça demande un
est assez simple, hein, ça demande un microscope et des choses assez faciles. Donc dans l'idée, il y a plein de vétérinaires qui se mettent à faire les copros parce que je pense qu'il y a une prise de conscience et puis on en reparlera éventuellement en conclusion, mais le marché tel qu'il est organisé aujourd'hui par les laboratoires fait que la vente de vermifuges est aujourd'hui absolument pas intéressante pour les vétérinaires et que assez vite, il faut essayer de développer d'autres choses. Voilà. De plus en plus de vétérinaires. Après, la plupart tous les laboratoires qui font du vétérinaire font de l'analyse coproscopique. Hein. Ok, et c'est à peu près combien? En général, c'est une quinzaine d'euros. Ouais. Parce que du coup, si tu as tous tes choix à faire, au moins pour Suisse, et tous tes choix à faire, bon, c'est quand même un investissement au début, mais ça coûte beaucoup moins cher finalement que les vermifuges. Alors, ça coûte beaucoup moins cher, oui et non. Hein. Franchement, à la fin, ça coûte. Oui et non, dans la mesure où malgré tout, les vermifuges aujourd'hui, on les trouve quand même en moyenne à moins de 15 euros à l'année. Hein. Ouais. Et du coup, ça te permet de savoir quels sont les chevaux qui ont un bon système immunitaire finalement, qui ont moins de vers que d'autres, non? Exact. En fait, le truc, c'est que qu'il y ait des vers un petit peu en soi, c'est pas forcément un problème et qu'il y ait une petite. Il faut pas chercher à tout de suite éradiquer complètement les vers. De toute façon, ça, on n'y arrivera pas. Hein. C'est comme essayer d'éradiquer totalement les mouches dans un centre équestre ou les souris. Ça marche pas. Faut essayer de s'organiser pour que tout le monde arrive à vivre avec. Hein. Enfin, l'idée, en simplifiant, on est un petit peu là quand même. C'est-à-dire que pour ça, il faut effectivement trouver les chevaux qui arrivent à trouver leur équilibre. Il y a des chevaux qui arriveront jamais hein, et qui font, et qu'il faut systématiquement vermifuger et aider. Ça c'est clair. On a aussi, alors là j'ai parlé que de vermifuges chimiques. On a aussi des compléments alimentaires qui peuvent être intéressants, qui ont un rôle préventif. Attention encore une fois, je pense que c'est compliqué de se servir que de ces vermifuges naturels. J'ai quand même un paquet d'exemples où ça a mal fini. Donc, certainement, il y a des cas où ça se passe très très bien, mais évidemment, c'est pas ce dont moi j'entends parler. Hein. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu prudente en parlant de tout ça. Malgré tout, des gens qui ont essayé de faire des vermifuges que naturels avec de l'ail, etc., d'avoir des coliques vermineuses cata et de se rendre compte que quand on vermifuge, on a des vers par poignées qui sortent, malheureusement, ça arrive aussi. Donc, il faut avoir quelqu'un en face qui est capable de vous conseiller correctement et pas faire de bricolage, quoi. Il y a quelques questions donc que je vais te les poser. Est-ce qu'on vermifuge tout le temps? Alors d'abord, est-ce qu'on vermifuge les chevaux qui n'ont pas beaucoup de verre, par exemple, ou pas? Alors, c'est ce que je disais dans l'idée, si on arrive le but est d'utiliser le moins possible de vermifuges chimiques, ça c'est clair. Du coup, sur des chevaux où les copros reviennent systématiement négatifs, il faut vermifuger une fois de temps en temps, mais une fois par an ou une fois tous les 2 ans, je pense que c'est suffisant. D'accord. Et on nous demande aussi, est-ce que tu connais Biodalgue? Non. Donc ça doit être un vermifuge naturel aux algues. Donc peut-être tu peux nous en dire un peu plus. Alors j'ai une autre question de Perrine. Combien de temps mettent les parasites à mourir dans un crottin qui se dégrade? Et donc est-ce utile de vermifuger des chevaux en troupeau si on fait un roulement de pâture régulier pour que les crottins se dégradent? J'allais en parler par la suite parce que, alors, donc, voilà, comme on parle d'utiliser le moins possible les vermifuges, par contre, il y a des vraies solutions dans la gestion de l'environnement, notamment sur les chevaux en pâture, hein, sur les chevaux au box, on a beaucoup moins d'impact. Déjà, la taille du pâturage est importante. Il y a des études hein, qui ont été faites en éthologie où on voit que les chevaux, ils ont tendance à ne pas brouter autour des zones où ils font les crottins. Pourquoi? Parce que les crottins, il y a les vers qui sont dedans et en fait on suppose bêtement que c'est qu'ils organisent entre guillemets des zones de toilettes et des zones où ils peuvent pâturer sans se réinfecter. Donc avoir des pâtures importantes qui permettent aux chevaux d'exprimer par la taille de la pâture leur comportement naturel et leur instinct naturel, des choses qui permettent de lutter de façon responsable contre le parasitisme. Ça correspond aux zones de reflux hein, en général. Si par contre on n'a pas cette chance d'avoir la place de laisser pâturer les chevaux dans un endroit où ils vont pouvoir organiser leur environnement, il faut faire le passage des crottins, ça c'est clair.
Euh, Parce que sinon, les chevaux vont être amenés, quand on est dans des petits paddocks, hein, on voit bien, ça leur arrive de brouter et juste à côté de leur crottin, auquel cas ils peuvent se réinfester. Après, c'est pareil, quand on étend le fumier dans les pâtures, il faut attendre un petit peu. Alors seulement après compostage, parce que le compostage va permettre par les fortes chaleurs en fait, de tuer les vers et les larves. Et si on stocke, alors les larves ont une durée de vie qui peut être très importante dans l'environnement jusqu'à 2 ans. Donc d'organiser une rotation simple, c'est pas hyper intéressant. Par contre, ce qui peut être très intéressant, c'est de faire une rotation avec une autre espèce, notamment avec les bovins, parce que le cheval et les bovins n'ont pas de vers aujourd'hui en commun, en tout cas dans nos régions. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que du coup, les bovins vont ingérer les vers du cheval, mais ces vers ne vont pas pouvoir se développer et ne vont pas pouvoir pondre. Donc à partir de là, en fait, ils arrivent dans un cul-de-sac épidémiologique, ce qu'on appelle un cul-de-sac épidémiologique, et on casse le cycle du ver et on s'en débarrasse. Donc ça, c'est intéressant de faire des rotations avec les bovins sur les pâtures. Une autre chose qui peut être intéressante si on veut faire de la rotation des pâtures, c'est de faire un chaulage, mais qui doit être bien mené. Et ça, c'est pareil, on considère dans certaines études que ça peut tuer jusqu'à 80% des œufs et des larves. Donc c'est pareil, ça peut être très très intéressant. Et enfin, le broyage et le herçage peut également être intéressant, mais à condition d'être par temps chaud pour que la chaleur détruise les vers. À l'inverse, si on est par temps humide, par exemple, de couper de l'herbe par temps humide, ça va entretenir un climat d'humidité au sol qui, par exemple, et pour les tétas, est idéal pour leur développement. Donc, dans ces cas-là, on a plutôt l'effet inverse que lorsqu'on fait une coupe par temps chaud. Voilà. Donc, c'est une chose à essayer, je pense, que de développer. Alors, il y a des choses compliquées, hein, j'ai bien conscience, hein, ramasser les crottins tous les jours dans des grands paddocks, ça peut être difficile. Mais de réfléchir quand on peut, dans certaines régions, à la rotation des pâtures, à la taille du pâturage et au chaulage, je pense que c'est des choses à mettre en place pour essayer de réduire l'utilisation aujourd'hui des vertuges, hein, qui, encore une fois, ont un impact non négligeable sur l'environnement. Et aujourd'hui, on rencontre de plus en plus de résistance. Donc, il faut bien avoir conscience qu'il y a très très peu de recherche et développement aujourd'hui sur les molécules des vermifuges. Si on continue comme on est là, d'ici quelques années, on n'aura juste plus de vermifuges efficaces.